Salut tout le monde, c'est Marie-Julie Bonin et aujourd'hui on se retrouve pour le podcast Athlètes mondiaux. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlètes qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Je sais que vous l'attendiez, le grand jour est arrivé. Marie-Julie Bonin est l'invitée du podcast cette semaine. Après une médaille d'argent aux Europes Juniors de 2019 et un titre aux Europes Espoirs de 2023, MJ a remporté ses 2 premières médailles seniors cette année, le bronze européen en salle à Apeldoorn, puis le titre mondial en salle à Nankin 2 semaines plus tard. Vous n'avez pas pu manquer ça. MJ s'est imposé à Nankin en franchissant une barre à 4,75 m, record de France égalé. Dans cet épisode, MJ revient évidemment sur son incroyable saison en salle et nous confie ses ambitions pour la suite. Elle nous parle aussi des moments difficiles qu'elle a traversés il y a quelques années et de ce qui l'a aidée à l'époque. Et elle répond à certaines des questions que vous lui avez posées, avec la bonne humeur qu'on lui connaît. Bonne écoute. Salut MJ, bienvenue sur le podcast. Salut Mathilde. Ça me fait plaisir de pouvoir dire salut MJ, bienvenue sur le podcast, parce que ça fait un petit moment qu'on essaie d'organiser cet enregistrement. Mais tu sais quoi, je suis contente qu'en fait, au début, ça n'ait pas pu se faire, parce que entre le moment où je t'ai invitée pour la première fois et maintenant, t'es devenue championne du monde en salle. Donc en fait, merci de pas avoir... Est-ce que c'est pas plus mal? Bah, exactement. On vit en beau moment et je pense qu'il y aura plus de choses justement à raconter vis-à-vis de ce titre et tout ça. Ouais. Je vais raconter une petite anecdote aux auditeurs. J'ai travaillé pour le meeting de Rabat, je m'occupais de l'hébergement. Et donc quand t'es arrivé, je t'ai donné ta chambre. Et tu m'as demandé avec qui tu partageais. Donc je t'ai dit, avec personne, parce que t'as gagné une petite compète il y a quelques semaines, donc t'as le droit à une single. Et le lendemain ou le surlendemain, je sais plus quand exactement, tu m'as dit que ça t'avait fait un peu bugger quand j'ai dit ça. Parce que t'avais pas encore percuté que t'étais championne du monde. Est-ce que maintenant, quelques semaines plus tard, ça y est, t'as assimilé le truc ou toujours pas? Je l'ai assimilé, mais est-ce que je l'ai vraiment digéré? Je suis pas sûre. Je pense que ce titre, il est arrivé à un moment où on s'y attendait pas du tout. C'était l'occasion de ma vie, je pense, clairement. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Mais en même temps, je me dis, est-ce que je suis obligée vraiment de réaliser, de me rendre compte et de me prendre au sérieux? Je suis pas sûre. Et je pense que c'est un moyen aussi de me protéger, mine de rien. Tu sais, de me dire, en fait... le fait de pas l'intégrer complètement, ça me permet de complètement être capable de prendre un peu moins de pression et d'être capable de jouer sur un sautoir. Et ouais, en fait, c'est ça, c'est juste m'enlever un peu de pression que peut-être de pas réaliser complètement ce que ce titre il implique. Tu sens que les regards extérieurs ont changé un peu? Un peu, mais en même temps, je pense que c'est pour ça que j'ai essayé de m'entourer rapidement des gens qui en fait changent pas vis-à-vis de moi. Tu vois, vraiment après les mondes, directement, je me suis recentrée sur mon cercle. J'ai pas fait beaucoup de médias, j'ai pas profité de l'impact et de tout ce que ça aurait pu m'apporter. En fait, vraiment directement, je me suis mis un peu dans ma grotte. Tu sais, vraiment, j'avais besoin d'être juste avec les gens que j'aime et les gens qui me traitent normalement et pas comme une championne du monde. D'ailleurs, ce n'est pas mon prénom. Quand on me voit, on me dit pas c'est la championne du monde. Je m'appelle Marie-Julie Bonin et c'est ça qui est aussi important pour moi, c'est de garder les pieds sur terre et d'être avec des gens qui me font garder les pieds sur terre. Mais tu te sens légitime quand même? Tu te sens championne du monde en salle? Ça m'a pris du temps aussi. Mais j'ai envie de dire que oui, parce que en vrai, c'est un concours. Il y avait des filles qui étaient présentes, il y avait Molly Codéry quand même, qui, pour moi, à ce moment-là, aurait largement pu s'emparer de ce titre. Mais en plus, je gagne à la barre, tu vois. On peut dire ce qu'on veut, mine de rien, je gagne même pas juste aux essais, j'ai franchi 75, qui à ce moment-là, record de France égalé. Donc ouais, je réalise que je l'ai fait. Mais voilà, on sait tous que ça aurait pu sauter plus haut quand même. Après, les absents ont toujours tort, et puis ce qui compte, c'est le résultat du moment, et ce jour-là, c'est toi qui étais la meilleure, donc... Exactement. Donc le record de France, comme t'as dit, tu l'as égalé, le record de Ninon Chapelle, à 4,75. Maintenant, tu veux l'emmener où, ce record? Ça te suffit d'être co-détentrice? Non, c'était chouette pour l'hiver, parce que c'est comme si notre histoire avec Ninon, notre histoire, parce que quand même, pour moi, les Jeux Olympiques, tu vois, ça a été un gros moment avec Ninon, on était ultra connectés, et là, de me dire qu'en fait, cette saison hivernale, malgré le fait qu'elle soit pas là parce que du coup elle était enceinte, et en fait on s'est encore de nouveau connecté vis-à-vis de ce record de France. Et je me dis c'était top, mais là actuellement je le veux pour moi toute seule et je le veux surtout bien plus haut. Et vraiment pour l'instant forcément je dis ça, mais actuellement j'ai pas fait les perfs qui laissent croire que je suis capable de le battre de suite, mais au fond moi j'en suis certaine. Quand on s'est parlé à Apeldoorn aux Europes en salle, si je t'avais dit dans 2 semaines tu vas être championne du monde à Nankin, tu m'aurais dit quoi? Franchement, je t'aurais ri à la gueule parce que franchement, c'est ce que je disais à chaque fois, mais tu vois, en janvier, on a eu la discussion avec Damiel. On s'est dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller faire les championnats du monde? C'est pour finir 8e, 9e.
est-ce que ça vaut le coup de retarder un peu la saison estivale, de prendre le risque du décalage horaire et tout. Et en fait, c'était le meilleur pari de ma vie. Et à aucun moment on regrette. Bah du coup oui, forcément à aucun moment on regrette. Mais ouais, je pense que je t'aurais pas cru. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance du coup? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'y aller? Et je pense que c'est déjà la régularité sur ma saison, sur la saison hivernale, j'ai fait des compétitions avec une régularité au-delà de 65, 70, qui était juste énorme. C'est la plus belle saison de ma vie. Et du coup, bah, on a tenté déjà aux Europes la médaille. Forcément, on se dit, bah en fait, au championnat du monde, il manquait quand même des filles qui sautaient vachement haut. Et c'était peut-être l'occasion et la seule année où en fait, il y aurait un espèce de trou comme ça parmi les participantes. Et c'était peut-être l'occasion pour moi d'essayer de me frayer un chemin. Donc on s'est dit, bon, on tente et on voit ce que ça donne. Et au final, ça valait vraiment le coup. Mais t'avais pas répété la Marseillaise avec ta maman avant de partir pour autant? Ah, ma mère, je peux t'assurer qu'elle l'a chantée. Elle l'a chantée même avant Appel d'Orne. Elle était à la maison, elle se baladait comme ça, elle chantait la Marseillaise. Je me disais, mais ça va pas la tête. Et au final, quand je suis rentrée, c'est un des premiers trucs qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, mais tu vois, je la chantais. Mais je me suis dit, mais c'est vrai, c'est une dinguerie, mais c'est comme si elle l'avait anticipé, comme si elle s'était dit que j'allais avoir la Marseillaise, alors que moi, à aucun moment, j'aurais cru l'avoir. Et ça fait quoi alors d'entendre la Marseillaise? En fait, c'était incroyable parce que quand je termine le concours, je dis à tout le monde, en fait, je me rends pas compte, et sûrement que le moment où j'aurai la Marseillaise, ça mettra vraiment les choses en place, tout s'alignera et je me dirai, ok, tu l'as fait, t'es championne du monde. Sauf qu'en fait, c'était un moment hyper émouvant, mais totalement à part de ce que j'avais fait juste avant. Je dissocie tout. J'ai l'impression que c'est un moment juste incroyable, mais que je l'associe pas totalement au titre de championne du monde. Je pense que je sais pas comment est-ce que on peut expliquer vraiment ça au niveau psychologique. Si tu mènes un truc vraiment, enfin, si tu fais une étude de mon cas, en tout cas, en termes psychologiques, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas du tout à connecter tout ça et à me dire, ok, c'est bon, c'est fait. Peut-être que c'est parce que c'était complètement inattendu, parce que le niveau, au final, ça reflète pas forcément une médaille au niveau mondial normalement, tu vois. Je sais pas qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à tout assimiler, mais en tout cas, ouais, la Marseillaise, c'était un moment incroyable, mais que j'ai pas réussi sur le moment à affilier au fait d'être championne du monde. Moi, j'avais l'impression d'avoir gagné peut-être un championnat d'Europe. En plus, les concurrentes qui sont autour de moi, il y avait pas mal d'Européennes, tout ça. Ouais, j'ai pas réalisé, et c'était énorme. C'était quand même énorme. Après ton titre, il y a certains médias qui ont parlé de braquage. Et t'as des gens qui ont réagi en disant c'est un manque de respect vis-à-vis d'elle de parler de braquage. Qu'est-ce qui t'inspire ce mot braquage, toi? C'est même moi qui l'ai utilisé quelques semaines avant avec Annabelle Renang de l'équipe. Du coup, je lui avais dit, mais en fait, moi, j'ai envie de faire un braquage. Pas forcément au championnat du monde. Je crois que je l'avais dit déjà aux Europes. Parce qu'en fait, faut se rendre compte que moi, je viens à peine de faire des performances qui me permettent de viser des podiums, en fait. Donc, pour moi, c'est très récent. Et le terme braquage, il était pas si déconnant pour moi à ce moment-là quand je l'ai utilisé. Parce que j'avais pas encore une régularité de dingue à 70. J'avais pas encore un niveau qui me permettait de croire à un podium. Donc, en fait, oui, pour moi, c'était un braquage que de penser que j'étais capable de faire une médaille. Donc, a posteriori, je me dis oui, les gens, ils sont mignons, ils me prennent ma défense et tout parce que on se dit c'est un manque de respect envers MJ de dire que c'est un braquage parce qu'elle a travaillé, elle a fait tout ce qu'il fallait, elle était présente le jour J. Mais au moment où j'ai utilisé ce terme-là, parce que j'avais envie de faire ce braquage au championnat du monde et au championnat d'Europe, ben en fait, c'était cohérent. On va dire que c'était cohérent au moment où je l'ai utilisé. Mais maintenant, si tu gagnes d'autres compètes, ce sera plus des braquages. Tu fais partie des meilleurs et tu peux gagner comme les autres. Oui, tu vois, au fond de moi, mais non, parce qu'au fond de moi, ok, j'ai fait quand même 2 médailles cet hiver sur des gros championnats internationaux. Il y a des filles qui ont tellement d'expérience que pour moi, ça reste des petits braquages. Mais moi, j'adore ça. Enfin, le fait de venir et de mettre un peu le bazar dans l'ordre déjà établi, c'est ce qui me fait plaisir, c'est ce qui me fait du bien. Donc en fait, moi, j'ai cette sensation de bousculer un peu tout le monde. Et le terme braquage, je pourrais peut-être continuer même de l'utiliser malgré le fait que je sois championne de France et que ça fasse bizarre aux gens. Ben en fait, championne de France et championne du monde, tu vois, je t'ai dit championne de France alors que je suis championne de pitié. Bref, que je suis championne du monde, mais ça reste pour moi des tentatives de braquage à chaque fois parce que là, par exemple, Tokyo, va falloir sauter très haut, très très haut. Donc voilà, on peut se redire que je retente un braquage à Tokyo. Ouais. Et d'ici là, tu penses qu'il faudra faire progresser ton record de France? Là, on enregistre le 8 août, il y a quelques jours, t'as gagné les France. T'as tenté le record de France, mais t'as pas tenté 76, t'as tenté 77. Ouais, il y en avait marre de 76. J'ai eu trop d'échecs à 76 et je me suis dit, allez, on le tente. En plus, mes marques ce jour-là, c'était un 7 et un 7, donc je me suis dit, allez, 77. Je sais que mon coach, il voulait que je fasse 80.
Mais je me suis dit bon, déjà faire une barre à 70, ça ferait du bien. Ça ferait vraiment du bien. Donc ouais, on l'a tenté. Et je pense qu'il faudra faire ce type de performance, voire un peu plus, pour avoir une médaille au championnat du monde. Quand on s'est vu à Paris, je t'avais dit que j'allais demander aux auditeurs d'envoyer des questions pour l'interview. Donc je vais déjà t'en poser quelques-unes. Enzo demande d'où vient toute ton énergie et ta joie de vivre. Bon, je pense que ça s'invente pas. Hein. C'est un truc que j'ai depuis toute petite. Je pense que j'ai toujours cette âme d'enfant. En fait, je m'éclate. Je suis entourée de personnes qui ont un petit peu les mêmes énergies que moi. Donc en fait, on se nourrit entre nous et on essaye de rayonner tous. En fait, c'est entre nous, on arrive à rayonner et je pense que je suis très très bien entourée et j'ai beaucoup de chance. Mais ouais, en fait, c'est que je reste une enfant. Je m'amuse à faire du saut à la perche. J'ai beaucoup de chance. Je réalise tous les jours le fait d'être championne du monde, de pouvoir faire du sport à haut niveau, de pouvoir faire de voyager constamment en fait, parce qu'on n'a pas la vie d'une personne normale de 23 ans en fait. Je me rends compte chaque fois que je voyage, je me dis mais c'est juste incroyable ce que toutes les occasions qu'on a de rencontrer des gens, de voyager dans des pays, c'est juste énorme. Donc en fait, j'ai tellement de gratitude en moi que je pense que c'est ce qui rayonne au fond. Léo demande quel a été le plus beau jour de ta carrière jusqu'à maintenant. On a une petite idée, mais c'est peut-être pas ce qu'on pense. Championne du monde, c'est énorme, mais je pense que pour moi, c'était sûrement les championnats d'Europe à Espoo. Parce que le concours à Nanjing, en fait, c'était un concours où toute la saison, j'ai été hyper régulière. Je suis arrivée là-bas, j'étais sûre de moi, je savais que j'étais capable de faire ce que tu vois, j'avais que les yeux sur moi, sur ce que j'étais capable de faire, je voulais mon record de France, point. Mais j'étais en confiance. Et en fait, à Espoo, je me suis tellement battue. Quelques semaines avant d'arriver au championnat d'Europe Espoir, du coup, en 2023, je m'étais fait une petite entorse au foot. Et en fait, je me suis dit, non mais en fait, là, c'est pas possible. Tu vois, au moment où je me la fais, je me dis, mais en fait, il y a tout qui s'arrête, en fait. Je me dis, mais je pourrais pas aller au championnat d'Europe. Finalement, on a tout fait pour que je guérisse bien. J'ai pas fait beaucoup de perches avant, donc j'avais beaucoup moins de repères que ce que j'aurais dû. Et en fait, les qualifs, c'était pas facile. La finale, j'ai failli faire 0, je passe au 3e essai. Tout le concours, je me bats parce qu'en fait, il y a la Belge qui est juste au-dessus à chaque fois au niveau des essais. Et en fait, j'étais en transe. Tout le concours, j'étais en transe. Je parle à Daniel, je lui dis, non mais en fait, là, il y a pas moyen. Je vais être championne d'Europe, mais tu vois, même, je voulais même pas être championne d'Europe aux essais. Je lui dis, je veux la battre à la barre. Je veux sauter plus auquel. Je veux être championne d'Europe avec une barre de plus. Et en fait, j'avais mal au tendon, j'avais mal partout. C'était horrible. Mais j'étais transcendée ce jour-là et je crois que c'est l'une de mes plus belles batailles, tu vois. Vraiment, une des fois où je me suis tellement battue que c'était énorme. Et après, ça s'est vu, hein, tous les pleurs. On est là avec les copines, on est là, bon, très expressif comme toujours. Mais je pense que c'était, en tout cas, en termes d'accomplissement personnel, c'était énorme. Et voilà, forcément, on te dira au niveau de la carrière, être championne du monde, c'est incroyable. Et ça reste incroyable. Et c'est un titre que je chérirai toute ma vie, parce qu'en fait, toute ma vie, je pourrais dire que je suis championne du monde. Et même si je m'attendais pas à l'être aussitôt, en fait, c'est juste magnifique de pouvoir avoir une pression en moins, tu vois. Il y a ce truc aussi de se dire, c'est quelque chose après lequel je voulais courir toute ma carrière, d'être championne du monde ou championne olympique. Et en fait, il y a déjà une case qui est cochée, mais c'est une case qui m'enlève une pression et qui me permet de, moi, me régaler encore plus dans ma discipline et d'aborder les trucs en mode plus légère. Je me dis, j'ai juste à me régaler maintenant, en fait. T'as coché un objectif, prépare 2028, et puis fais-toi plaisir. Ouais. Il y a Nina qui te demande comment t'arrives à gérer cette notoriété aussi jeune. Ça va aller, hein. Ma notoriété, ça va aller. On parle pas de certains athlètes, je suis pas une Sacha Zoya, pas du tout. Je pense que je m'expose pas tant que ça. J'ai quand même une personnalité qui fait que je suis extravertie, les gens, j'aime beaucoup le contact avec les gens. Donc j'adore quand les gens ils viennent me voir, qu'on a l'occasion de parler et tout. Mais en même temps, je suis très discrète sur les réseaux, sur ma vie privée. Je partage des choses, mais je partage pas beaucoup. Je partageais beaucoup avant Munich, sauf que d'un coup, t'as plus de 12 000 personnes qui viennent te suivre d'un coup sur Instagram. Ta vie privée, elle est plus si privée que ça. Et en fait, tu commences à mettre un espèce de gap entre ton image sur les réseaux et qui t'es vraiment. Donc je partage beaucoup moins de choses. Donc franchement, la notoriété, je vais dans la rue, j'achète ma baguette, personne me reconnaît, hein. Franchement, je vis très tranquillement. En fait, ce qui est dur et le paradoxe avec moi, c'est que forcément j'ai des grosses ambitions, mais j'aimerais tellement être tranquille dans ma vie, que je puisse toute ma vie sortir, aller au Monoprix habillée et pas coiffée, et que en fait on me reconnaisse pas. Ça serait merveilleux. Mais en même temps, j'ai de tellement grosses ambitions que
ça paraît pas logique et du coup c'est pas cohérent pour l'instant. Mais voilà, en tout cas je le vis très bien. Les gens sont juste adorables avec moi et ouais, ils me le rendent très très bien. Ouais, c'est vrai que c'est difficile tu peux pas, comme certains écrivains, tu sais, qui écrivent avec un pseudo et en fait on connaît pas leur visage et donc ils ont beaucoup de succès, mais dans la vie quotidienne personne les reconnaît. Toi, tu peux pas faire ça. Après, je t'assure que demain je change de coupe, je passe dans un stade, pas sûr que les gens me reconnaissent. Hein. Honnêtement, je pense que l'anonymat aussi, il est relié à tout ça, c'est que ils me voient comme ça, mais si je change un petit truc, que j'ai les cheveux lâchés ou quoi, on me reconnaît plus. C'est magnifique, c'est juste génial. Il y a Tifleur, je sais pas, qui demande qui est ta plus grande inspiration. Ouh, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a sauvé un moment. C'est Simone Biles, parce que pendant la période où moi ça allait pas du tout, donc c'était après quoi? C'était après 2019, donc 2020 tout ça. C'était juste après les Jeux, pour elle en tout cas, elle a vraiment parlé de santé mentale en fait. Elle a beaucoup ouvert de conscience, je pense, vis-à-vis de la santé mentale. Et en fait, c'est quelque chose qui a vachement résonné en moi, parce qu'à ce moment-là, j'avais des gros blocages et j'étais même plus capable de sauter à la perche. Franchement, c'était juste horrible. J'arrivais à l'entraînement, les épaules toutes recroquevillées sur moi-même, séance de perche. Oh, mon Dieu, comment je vais faire? Et je prenais plus aucun plaisir parce qu'en fait, j'étais plus capable de déclencher des sauts. Et d'avoir vu ça, ça m'a aussi poussé moi et surtout mon coach à l'époque, Jean-Marc, qui m'a vraiment poussé à essayer d'aller voir un préparateur mental, de m'intéresser à tout ça. Franchement, il a été au top. Il s'est vraiment formé sur plein de choses, il essayait de me faire travailler. Il a vu que c'était hyper important et qu'il fallait vraiment me pousser là-dedans parce que j'avais des capacités, mais là, ma tête, elle me faisait défaut et du coup, tout le potentiel, il était gâché en fait. À ce moment-là, tout mon potentiel était gâché. Et donc, je pense que c'est elle qui m'a vraiment mis là-dedans et qui m'a montré qu'en fait, un champion, c'est pas juste quelqu'un d'infaillible. Et moi, c'est vraiment cette image-là que je veux refléter auprès de tout le monde. C'est qu'en fait, un champion n'est pas infaillible. Un champion, il est capable d'avoir des moments un peu plus compliqués, mais en fait, il faut juste savoir les gérer et faire appel aux bonnes personnes, savoir demander de l'aide aussi. C'est hyper important et voilà, prendre soin de sa santé mentale, franchement, faut pas le négliger. Les choses vont dans le bon sens quand même, ça évolue. Il y a quelques années, on parlait pas du tout de santé mentale. Ceux qui voyaient un psy, c'était tabou. Oh, oui, on dit, oh, mais t'es fou, tu vas voir un psy, c'est que t'as vraiment un souci. En fait, on devrait tous aller voir un psy. Je suis désolée, on devrait tous aller voir un psy. Donc, ouais, franchement, j'ai de la chance d'être dans cette génération déjà où les mentalités, elles sont beaucoup plus ouvertes. Et en fait, on se rend compte que c'est pas juste des marabouts ou des trucs comme ça, pas du tout. Il y a une vraie science derrière tout ça et que ça nous aide franchement en tant que sportif. Ouais. Et que voilà, un mental de champion, en fait, on va pas nous dire, t'as juste pas un mental de champion, parce que ça, je l'ai déjà entendu au tout début. En fait, non, si elle est pas capable de faire ça par elle-même, c'est juste que c'est pas une championne. Et les gars, maintenant, je suis championne du monde, on peut plus rien dire. Ouais. Donc voilà. Franchement, c'est juste de montrer ça aux gens et ce qui est cool, c'est que voilà, on a de plus en plus de discours autour de ça. Moi, j'attendais d'être un peu plus crédible aussi pour en parler, tu vois, parce qu'à mon petit niveau, je me rendais compte que ça m'aidait et tout ça, mais là, peut-être que ça parlera plus aux gens et que ça les sensibilisera un peu plus. Ouais. Tifleur demande également si 5 mètres, c'est imaginable un jour. Bien sûr que ça l'est. C'est l'objectif, forcément. Moi, j'ai pas comme intention de sauter 4,70 m toute ma vie. J'ai vraiment envie d'aller chercher un peu les limites de ce qui se fait au saut à la perche actuellement. Et en fait, ce qui fait du bien aussi, c'est de voir les gens qui y croient. C'est au-delà de moi, toute seule dans mon projet, en me disant oui, mais je peux le faire depuis toute petite. Je me dis, mais je le serai. Enfin, je passerai cette barre des 5 mètres. Et au final, quand les gens te disent, mais en fait, t'as tout ce qu'il faut pour passer 5 mètres. Il faut vraiment juste que tu travailles. Et en fait, c'est rassurant et ça me pousse à m'accrocher, tu vois. Mais en même temps, c'est un truc de dingue. Et je m'en fais pas tout un monde parce que pour l'instant, on n'y est pas encore, tu vois. Mais c'est vraiment l'un des plus gros objectifs de ma carrière aussi. Les 5 mètres chez les femmes, c'est encore plus un club fermé que les 6 mètres chez les hommes. C'est sûr, il y a encore moins de femmes qui ont passé le cap des 5 mètres. Mais c'est toutes des femmes hyper inspirantes et qui nous ont ouvert la voie, tu vois. Donc moi, j'ai envie de faire la même chose et encore une fois, c'est vis-à-vis de tout le monde, en fait. C'est quand on voit quelqu'un qui franchit un cap, on se dit, moi aussi je peux. Et si ça peut inspirer les petites et tout qui font de la perche, tout ça, et à se dire, mais en fait, elle a franchi 5 mètres, elle a fait ça en restant quelqu'un de bien, parce que moi, c'est vraiment l'une de mes priorités. Je suis pas prête à faire du sport de haut niveau à tout prix, à bafouer mes valeurs, pas du tout. Et en restant quelqu'un de bien et une bonne championne, en fait, c'est le plus important pour moi, tu vois. En parlant de rôle modèle, etc., je me trompe ou c'est Yarisley Silva, toi, qui t'a inspiré quand t'as commencé? C'était hyper important pour moi, justement, parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas de femmes noires au saut à la perche au niveau international, à part Yarisley Silva. Donc en fait, directement, je vois une fille qui court vite,
qui a un peu, tu vois, ce truc où en fait, je m'identifie à la vitesse en fait. Dès toute petite, je me dis mais en fait, elle court super vite, moi aussi je peux le faire. Et en fait, le manque de représentation, on se rend pas compte, mais ça peut fermer des portes à certaines personnes qui vont se dire mais ouais, ben moi je connais personne qui fait du saut à la perche, qui est noir, peut-être que j'irais mieux faire du sprint. Sauf que pas du tout. Et moi, j'aime bien demander aux gens, tu vois, parfois, quand ils me disent ah mais tu fais quoi comme sport? Je dis je fais de l'athlétisme, mais devine la discipline. Bah tu fais du sprint, tu fais du sprint, tu fais du sprint. Eh ben non, je fais du saut à la perche, tu vois. Et là les gens what? Mais bien sûr parce qu'on n'est pas du tout habitué à en voir. Et en même temps, ça me fait tellement du bien quand je vois et que j'ai l'occasion de parler avec soit des parents, soit des enfants qui me disent mais en fait tu vois, il y a une dame qui me dit mais en fait ma fille elle s'est mise au saut à la perche parce qu'elle est métisse, elle te ressemble et elle s'est dit que c'était possible. Moi en fait à partir de là je peux mourir en paix, tu vois. Je suis en mode mais le but c'est de créer cet héritage là aussi, de montrer à certaines personnes qu'on est capable de s'inscrire dans ces disciplines là. Et là actuellement même Manolo, tu vois, qui tient tête un peu à Duplantis, ça fait du bien. Et je pense que toute la communauté est hyper contente, c'est important, franchement c'est hyper important. Ouais. Quand il a franchi 6 mètres pour la première fois, je me souviens qu'il a dit « je suis premier noir à 6 mètres ». Et c'est vrai que moi, j'avais pas perçu à quel point ça pouvait être important pour lui. Je me suis dit, il a franchi 6 mètres, c'est énorme. Mais il n'y avait pas que les 6 mètres, il y avait le fait que c'était le premier noir à 6 mètres. Il y a c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est énorme. Hein. C'est dur de se mettre à la place de quelqu'un qui ressent ça et qui a ça en tête, en fait. Mais même moi, je me dis, je serais la première femme noire à 5 mètres. Est-ce que je sais pas, au niveau du palmarès, Yaris Silva, je sais qu'elle a sauté quand même bien haut. Je sais pas exactement. Elle a été championne du monde en extérieur. Oh, la classe. Ben moi, je vais être championne olympique. J'espère pouvoir être la première championne olympique noire. Ça serait énorme, mais je te dis, c'est hyper important. Pour les petits, de pouvoir avoir de la représentation, c'est hyper important. Et puis, pour nous, de se dire qu'en fait, ouais, on a bravé peut-être quelques barrières ou des choses comme ça qui nous permettent d'accéder à ce type de sport qui sont hyper fermés. Tu vois, au final, regarde au niveau international, ben je reste encore la seule noire sur les concours en championnat du monde. Donc ouais, c'est important qu'on soit là et qu'on montre que c'est possible. Oui. Ta maman est d'origine camerounaise, c'est ça? C'est France-Cameroun? C'est ça. Et non pas les Antilles comme on le dit parfois. T'es pas antillaise? Non. Désolée, je ne suis pas martiniquaise. J'ai vu ça beaucoup après les championnats du monde. J'adore la Martinique, mais désolée, moi c'est le Cameroun. Désolée. Très bien. J'ai vu aussi que t'adorais quand t'étais enfant demander des autographes. C'est vrai ça? Et bah oui, au Descastars. Souvent j'allais au Descastars quand j'étais petite. Hein. J'avais demandé à tout le monde, alors à tous les athlètes. Je me souviens. Chantal Macmillan, je crois qu'elle s'appelait comme ça, à qui j'avais même envoyé un message sur Twitter. Elle m'avait répondu. J'étais la plus heureuse du monde. Je suivais tous les athlètes. J'ai des photos à l'époque avec Compaoré, avec Kevin Mayer, au championnat de France au Stadium Vélodrome un hiver, je sais même plus quelle année, où j'avais été bénévole. Mais oui, forcément, avec Floria Gay aussi. Mais moi, s'il y avait moyen d'aller gratter un autographe, d'aller gratter une photo, je le faisais direct. Donc c'est pour ça que c'est aussi important pour moi de pouvoir redonner aux petits ce que je demandais lorsque j'étais petite aussi. C'est cohérent. Tu te souviens du premier autographe que toi t'as signé? Je m'en souviens pas, j'aurais aimé pour l'anecdote, mais non, je m'en souviens pas. Et je sais que j'étais choquée, hein. C'est sûr que je devais être moi, comme t'es sûr, moi. Mais non, je m'en souviens pas. Je voulais revenir à la période où t'arrivais pas à piquer. Le problème, tu sais l'expliquer, tu sais comment ça a commencé? Ouais, j'avais fait une chute en salle, un saut qui m'a pas mis en danger vraiment, tu vois, j'ai lâché la main gauche, du coup la perche s'est envolée en fait, elle s'est complètement envolée. Et je me retrouve dans le tapis, tête un peu en bas, sur l'avancée, donc juste à côté du butoir et tout. Mais sur le moment, j'ai pas saisi l'ampleur que ça allait prendre dans ma tête. Parce que rapidement, j'entends un coach qui dit « Ah, ça va pas être facile de ressauter après ça. » Ah, moi, fallait pas me dire ça. Donc je reprends une perche, je saute, je franchis en plus la barre. Donc, tu vois, à ce moment-là, tu te dis pas que le truc, il va s'ancrer. Et finalement, le mécanisme, il s'est vraiment ancré. T'as de moins en moins confiance en ton matériel. J'étais hyper crispée. Après, il y a aussi le Covid. Après, ça m'a tué. Parce que j'ai eu la période, donc voilà, ça c'était en 2019, hiver 2019, où vraiment je fais la chute, où ça commence à s'ancrer, c'est pas facile, on essaie de travailler un peu dessus. L'été, je fais médaille à Boras chez les juniors, je fais vice-championne d'Europe junior. Et après, Covid. Et là, je vois tous les fails de saut à la perche sur Instagram, ça m'a bousillé le crâne, ça m'a fumé. Honnêtement, c'était le pire truc que je pouvais faire, en fait, de regarder ces vidéos. Sur le moment, ça faisait rire, mais en fait, t'ancres des choses et tu te rends compte du danger que ça peut représenter le saut à la perche. Et en fait, à ce moment-là, j'avais pas du tout besoin de m'en rendre compte.
et j'avais pas du tout envie non plus de m'en rendre compte. Et au retour du confinement, j'étais plus capable de déclencher. Pareil, plus confiance en mon matériel. Il a fallu que je change en plus de perche. Enfin, c'était très très dur. Franchement, c'était très très dur et on a fait au mieux avec Jean-Marc et c'était vraiment pas facile. C'est à ce moment-là que t'as changé de coach? Pas directement. Ça a traîné un moment. Ok. La phase compliquée, ça a traîné un moment. Donc, je te dirais 2020, c'était pas facile. Et j'ai changé en décembre 2021, donc pour 2022. Pour l'année 2022, j'ai switché avec Damiel. Ok. Et en fait, il m'a fait reprendre tous les basiques, tu vois, du saut à la perche. Il m'a fait reprendre les petits sauts. Et en fait, il m'a recréé une base de confiance sur laquelle il a ajouté de la frustration et qui m'a permis, en fait, moi, de moi-même redemander à changer de perche, redemander à prendre de l'élan. Parce qu'en fait, c'est des trucs où, en fait, j'avais envie de m'amuser, j'avais de nouveau envie de ressentir des choses, je me sentais en confiance. Et en fait, il a vraiment bien fait les choses et ça m'a vraiment servi de ouf parce que tout l'hiver, en fait, on a un peu déplacé le plafond de verre, tu sais. On a un peu déplacé à chaque fois mes limites. Et ce qui a fait que l'été, une fois que j'étais sur les bonnes perches, ça a fonctionné. Et je suis partie à Munich. Je fais sixième, ouais, je crois, des championnats d'Europe à Munich. Je sais même plus. Désolée. Et voilà. En tout cas, je fais 4,55 m à Munich et c'était à la suite de tout ça, de tous ces efforts qu'on a mis en place. Mais le Covid a eu un avantage, c'est qu'il a reporté les mondiaux de Nankin. Ah, mais oui. Les mondiaux de Nankin étaient prévus en 2020 à la base. Ouh, merci le Covid, tu vois, comme quoi l'effet papillon, tout ça. Non, finalement, voilà. C'est dingue. Ouais, c'est ouf, hein. Alors que c'était la période où ça m'a tué un peu la tête, toutes ces vidéos et c'était hyper dur pendant le Covid, mais comme quoi on peut éclore. Ouais. Tu penses que la victoire, elle s'est jouée où à Nankin? Parce que c'est Margot, je pense, qui disait quand elle est passée dans le podcast qu'elle estime que c'est parce que, contrairement aux autres, tu t'es pas déconcentré quand il y a eu le problème technique. Je sais plus d'ailleurs combien de temps ça a duré, cette interruption du concours. Ça a duré 30-40, ouais, 40 minutes, je pense, vraiment 40 minutes où en fait, on-off, ils arrivent à mettre, à refixer le poteau, mais au final, ils n'y arrivent pas, ça fonctionne pas correctement, donc on te dit non, encore 10 minutes. Et ouais, Margot, je pense que clairement là-dessus, elle a raison, c'est joué à ce moment-là, en fait, parce que moi, j'avais déjà passé 70, j'avais une pression en moins, et je pense que dans ce cas-là, je gère assez bien parce qu'en fait, je pense que ça se voit aussi souvent sur mes concours, mais je suis tout le temps en on-off. C'est un truc qu'on a beaucoup bossé, en prépa mentale, mais le fait d'arriver à switcher, d'arriver à me mettre sur le mode, en fait, là, je suis face à la barre, c'est maintenant, et je m'active maintenant, mais à pouvoir complètement déconnecter quand je suis assise sur un banc, pouvoir déconner avec les filles, c'est vraiment tout le temps on-off, et du coup, à ce moment-là, moi, je me dis, j'ai passé 70, j'ai juste envie de me régaler et de sauter bien plus haut, parce qu'à ce moment-là, je voulais pas juste sauter 70, hein, c'était pas fini pour moi le concours dans ma tête. Donc, ouais, je pense que j'ai bien réussi à gérer ça. J'étais avec Imogène, une de mes bonnes copines de concours justement, avec qui on rigolait, on faisait des vannes, et je pense que c'est cette distance-là qui m'a permis de, au final, pas m'agacer et d'être concentrée au bon moment à la reprise du concours, parce qu'en fait, tu vois, typiquement Molly, elle avait échoué, je crois, au premier essai à 70, ou alors elle avait pas encore commencé à sauter à 70. Ouais, je pense que c'est ça. Elle avait pas encore commencé à sauter, mais moi, j'étais dans le début de la liste lorsque ça a bugué. Et en fait, ça lui a un peu coupé les pattes, tu sais, d'attendre. Est-ce que j'y vais pas? Elle s'échauffe pas. Moi, j'étais assise, je regardais les filles. Il restait 3 essais, j'avais quand même le temps de m'y préparer. Donc, ouais. Mais après, c'était pas facile parce que mine de rien, au moment où je passe ça et qu'il y a le bug, la barre d'après, donc à 75, on avait décidé avec Damiel de prendre ma plus grosse perche. Donc, quand ça fait 40 minutes que t'as pas sauté et qu'en fait on te dit, en fait tu prends la plus grosse perche que t'as jamais prise et qu'il faut t'engager à fond, et je peux te dire que c'était hyper mental. Et j'en parlais avec Imogène, je lui dis, mais en vrai, est-ce que je ferais pas un saut sur la plus petite et comme ça après au deuxième essai je switch? Mais en fait non. À ce moment-là, j'ai dit, mais en fait ça va pas la tête. J'ai envie de passer direct, j'ai pas envie de gâcher des essais et de me retrouver à me dire au troisième, j'aurais dû directement prendre la plus dure. Donc, tu vois, mine de rien, j'ai quand même gardé la tête froide et j'ai été capable de, après 40 minutes, sauter sur l'une de mes plus grosses perches, même sur la plus grosse perche que j'avais jamais prise. Donc, ouais. Je pense que là-dessus, le on-off, c'est ce qui me sauve. Sur le moment, t'as pas capté que t'avais gagné ici? J'avais capté. En fait, tout le monde m'a dit, mais t'as pas tilté que t'étais championne du monde. Et j'ai tilté parce que moi, je suivais ton concours. Je me disais, bon, si elle passe pas, c'est moi qui suis première, mais
En fait, j'étais tellement concentrée sur mes 4,80, je crois que à ce moment-là, oui, tout le monde a mal interprété ma réaction. C'est juste que j'étais dans l'étape d'après. Je voulais déjà ressauter à 4,80. J'avais fait un énorme saut à 75. Je me suis dit, mais en fait, c'est aujourd'hui que je vais exploser ce record de France. Donc en fait, les filles, elles me prennent parce qu'elles ont vu en plus le contraste entre ma réaction lorsque je suis championne du monde et ma réaction quand je suis 3e au championnat d'Europe. Elles se disent, mais c'est pas possible. MJ, elle était au sol en train de pleurer au championnat d'Europe. Et là, tu me dis qu'elle est pas en train de pleurer. Elles me disent, mais ça va, MJ, elles me prennent dans leurs bras. Je dis, non mais oui, je veux juste sauter, s'il vous plaît. C'était mort de rire. Et ouais, je pense que personne n'a capté à ce moment-là que j'étais juste complètement focus sur ma compète et sur le fait que j'allais franchir 80. Et même mon coach, il me dit, remets-toi dans ta bulle. Je lui dis, mais à aucun moment je sors de ma bulle, à aucun moment je suis sortie de ma bulle. Et ça s'est vu au final sur mes essais à 80. Les 2 premiers, ils sont vraiment bien engagés. Et le dernier, je pique pas, mais je suis HS. J'en pouvais plus. Il y avait même plus personne dans la salle. Faut savoir que lorsque je suis championne de France, t'as encore dit. Ah, mais c'est pas possible. Lorsque je suis championne du monde, pardon, les gens sortent de la salle. C'est-à-dire que le public part, je suis seule, j'avais l'impression d'être un concours même pas régional, parce que les concours régionaux, il y a du monde, même pas départemental, il y a du monde. C'était loufoque. Donc vraiment, je suis à 80, il y a plus personne dans la salle, mais je tente mes essais. Et ouais, en fait, j'étais juste focus sur l'étape d'après, en fait. Il y a quelques années, non, je pense que c'était après ta victoire au France Elite de 2024, t'as dit que t'avais besoin de te mettre un coup de pied au cul parce que t'en avais marre de décevoir les gens autour de toi. Ouais. Mais pourtant, t'avais déjà des médailles chez les jeunes. Tu t'es pas raté à chaque championnat. Qu'est-ce qui te donnait l'impression que tu décevais les gens autour de toi? T'es sûr que tu les décevais ou c'est dans ta tête? Alors, les gens proches de moi, je les décevais pas parce que c'est des gens qui, comme je t'ai dit, hein, que je sois performante ou pas, ils sont avec moi et ils en ont rien à faire. Ils me poussent vers le haut, mais en même temps, en fait, ça change pas qui je suis moi. Mais je pense que c'est surtout les personnes qui croient en moi, mais en dehors de mon cercle proche, tu vois. Les gens qui savent qu'en fait, j'ai des capacités pour sauter bien plus que 4,50 m, parce qu'en fait, quand on m'a vu à Munich, les gens à aucun moment ils se seraient dit bon elle va être bloquée à 4,50 m, elle va sauter 4,30 de temps en temps, 4,50 encore de temps en temps, mais c'était dans ce sens-là, c'était que je produisais pas en termes de performance ce que les gens envisageaient que j'étais capable de faire, tu vois, genre voilà, je répondais pas aux attentes de ces gens-là. Et là d'un coup quand j'ai fait 70, OK, en fait les gens ils se disent enfin t'es dans ce qu'on prévoyait pour toi et encore t'as encore du chemin derrière, tu vois. Mais oui, c'était dans ce sens-là. Et puis, surtout moi, après Budapest et Istanbul, j'étais au bout de ma life. Hein. C'est 2 championnats Budapest, il m'a fait trop mal. Honnêtement, il m'a fait trop mal. Et Istanbul, bon, je crois que j'étais un peu résiliée et j'avais accepté, quoi. Mais pour moi, c'était pas ça, la suite de ma carrière après Munich. Ça devait pas se passer comme ça. Alors j'ai encore une question d'auditrice là en l'occurrence je crois, Lou qui te demande à quel âge t'as commencé la perche et elle te dit aussi que t'es incroyable. C'était en rajouté donc je te le dis. Très mignonne, merci Lou. J'ai commencé lorsque j'étais en 5e, donc là ça va faire 11 ans. Ça fait 11 ans que je fais du saut à la perche. Mais comme je t'ai dit, hein, il y a eu des années de trou complet, des années qui en termes d'expérience ne valent rien à part en termes de combativité. C'est juste qu'on peut dire que ces années m'ont apporté. Mais ouais, ça fait 11 ans que je fais du saut à la perche et je l'embrasse fort. En tout cas, elle est très mignonne. Qu'est-ce qui t'a fait commencer la perche? Parce que c'est pas le sport le plus courant chez les enfants, chez les jeunes, quoi. Non, du tout. C'est que, en fait, j'étais au collège Saint-André à Bordeaux et il y avait une section sportive qui était dirigée donc par Jean-Marc, mon coach formateur, qui était un vrai passionné de perche. Et avec les copines, on s'était dit, allez, venez, on était toutes hyper sportives. On s'est dit, allez, on passe les tests, on voit ce que ça donne. Et en fait, on a été prises en section. Et donc, c'est ce que je dis tout le temps, mais c'était dans mon bulletin, j'avais pas le choix que d'aller aux cours de perche, tu vois, c'était des cours de perche. Et finalement, même si au début c'était compliqué parce que ça se voit, mais je suis pas technique, donc rapidement tout le monde prend un peu la technique, elles arrivent à sauter un peu haut parce que tu te compares forcément à ton groupe d'amis. Et puis au moment où moi les qualités physiques prennent un peu plus le dessus, c'est là que ça a vraiment fonctionné et que je me suis vraiment accrochée à la discipline. Mais je pense que grâce à ce groupe d'amis, j'ai commencé à le saut à la perche. Je sais pas si j'aurais commencé toute seule, tu vois. Donc c'est hyper important aussi, mine de rien. Tu vois, le sport, ça fédère, de pouvoir avoir des gens avec qui y aller ou découvrir des sports, c'est hyper important, je pense. Mais c'est un complexe. Quand tu dis que t'es pas technique, c'est quelque chose qui te complexe? Non, ou tu t'en fous, tu considères que ce qui compte c'est de sauter haut et que la façon... Oui, s'il y avait une note technique, ça se saurait et je serais sûrement pas là.
Mais non, c'est pas un complexe parce que c'est quelque chose d'assumé et ça se voit de façon. Je peux pas mentir. Je saute à l'aide de qualité physique. On travaille beaucoup parce qu'il y a quand même du progrès depuis pas mal d'années du coup sur ma qualité de saut et ce que j'arrive à produire. Mais c'est pas un complexe que de dire que en fait j'ai appris très récemment à vraiment sauter à la perche. Parce que je t'ai dit, il y a des années où en fait je sautais pas. Donc oui, j'ai peut-être du retard, mais en fait je suis pas une gymnaste. J'ai pas fait de gym avant le saut à la perche. J'ai le temps de perche, le fait d'être en l'air, tout ça, les repères en l'air, je les ai pas, donc j'essaie de les acquérir maintenant. Et c'est ok, tu vois. Et ça peut aider aussi certaines personnes à se reconnaître. Ouais. Tu vois, moi quand je vois Cathy Moon, quand elle saute hyper haut, mais elle fait pas des sauts hyper académiques non plus. Donc je me dis, moi aussi de mon côté, ça me motive. Et si ça peut aider aussi d'autres personnes à se motiver et à se dire, en fait, on va progresser, mais on prend le temps de progresser, en fait, ça me va très bien aussi. En France, il y a une histoire de la perche masculine, évidemment. Chez les femmes, t'es pas la première femme perchiste française médaillée aux mondiaux indoor. Vanessa Boslack avait gagné la médaille d'argent en 2012. Il y a Younes, un autre auditeur, qui demande ce que tu penses du niveau de la perche femme en France et de son évolution. Déjà, je vais pas parler pour les années précédentes, tout ça. Moi, je vais parler du niveau vraiment actuel. Mais je pense qu'il y a déjà des nanas en fait qui nous ont ouvert la voie. Tu vois, de me rendre compte que en fait on pouvait sauter des 70, tout ça, de voir Margot par exemple, Ninon, quand j'étais à 4,50 m, quand je les voyais, je me disais en fait c'est sûrement accessible en fait. Donc cette émulation là, je pense qu'elle nous a vraiment fait du bien, qu'on était vraiment toutes les trois là, les années 2002, 2023 et 2024, début 2024. C'était vraiment des années où en fait on était constamment en émulation, on savait jamais qui allait gagner au championnat de France. C'était toujours, tu sais, hyper challengeant et donc ça nous a vraiment fait du bien. Je pense qu'on a progressé toutes aussi grâce à ça et que c'est important d'avoir de la densité et du niveau, surtout sur le territoire français parce que oui, on sait que la perche en France, c'est juste énorme. Il y a une vraie histoire, il y a tout ça et en fait on a envie de nous aussi, en tant que femmes, de marquer cette histoire-là et de montrer qu'en fait on a le niveau pour donner une vraie réputation à la perche française féminine, tu vois. Et donc là, j'espère que derrière aussi il y a de la densité quand même, surtout chez les jeunes, tout ça. Il y a quand même une grosse densité, ce qui fait du bien à voir et du coup je pense que ça ouvre une voie et que rapidement on sera beaucoup aux alentours de 4,50, il y aura vraiment une grosse densité. Après Nankin, tu t'es blessée, non? Ouais. Alors ouais, j'ai eu l'intoxication alimentaire, déjà c'était pas facile. Et en stage en Martinique, ouais, je me suis blessée au quadriceps, pas en faisant du quad, parce qu'on m'a déjà dit ça, j'étais en mode pas du tout. Donc au quadriceps, ce qui a vraiment retardé en fait ma reprise du saut à la perche, tu vois. Enfin, au final, j'ai repris en même temps que les compétitions. Ah. Donc voilà. Et maintenant, t'en es où physiquement? Alors là, mais complètement remise, même si je suis retombée malade, et franchement bien malade. Alors quand est-ce que je suis tombée malade? C'était après le meeting de Paris. Dès que je suis rentrée, j'étais morte. Enfin, j'étais morte, mais j'ai des gros problèmes. On a essayé de savoir d'où ça sortait encore. On pensait que c'était une intoxication alimentaire, mais en fait non. Donc je pense que je vais devoir quand même faire des examens au retour des mondiaux de Tokyo. Mais ouais, j'ai été pas mal malade. Ça a duré 3 semaines. En fait, tu vois, à Sotteville, je suis arrivée, j'étais complètement vidée. J'avais pas de force. Je sais pas comment j'ai fait pour tenir ce concours. Je te jure que je ne sais pas comment j'ai fait pour le tenir. Il y a aucun saut qui était joué d'avance. Il y a aucun saut où j'étais sûre que j'allais déclencher, que j'allais franchir. C'était pareil, une bataille perpétuelle. Et puis finalement, j'ai été vraiment bien guérie à la suite de Londres. Donc à quelques semaines des élites, c'était quand même important de retrouver un bon état de forme et de retrouver une bonne condition physique en tout cas. Parce que malgré tout, ça affecte le mental. Et là, ton programme d'ici les mondiaux, c'est quoi? Écoute, là, cette semaine, donc on est la semaine après les élites, déjà c'est beaucoup plus light pour un petit peu faire descendre le rythme, tout ça, et pouvoir encaisser correctement le dernier mois avant Tokyo. Sinon, il me reste 2 compétitions, je saute le 15 et le 20, et donc ça sera les 2 compétitions pour finalement préparer du coup les mondiaux et pouvoir aller chercher une perf qui me rassurera encore plus avant Tokyo. Ok. Parle-nous un peu de Damiel. D'ailleurs, je pense qu'il écoutera l'épisode, donc si t'as un message à lui faire passer. Salut Damiel. Des revendications. Non, ça va, il est cool. Franchement, il est cool. Écoute, je vous parle de Damiel et écoute, ce qui est chouette, c'est que la relation avec Damiel, elle s'est construite. On a appris tous les deux à vraiment se connaître. Là, je pense que à l'heure actuelle, il a vraiment les mots à chaque fois en fait. Je me souviens de cet hiver. All-Star Perche,
à Clermont, du coup, un concours où en fait j'ai vraiment du mal de A à Z à me mettre dedans. J'ai l'impression que je suis à côté de mes pompes. Je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Je déteste cette sensation de qu'est-ce que je fais là, tu vois. Et en fait, Damien il m'attrape à un moment, il me dit mais en fait t'arrêtes de te poser des questions de je sais pas quoi, tu prends du plaisir, MJ. Arrête, détends-toi, prends du plaisir. Et en fait, juste cette phrase-là, elle a changé tout l'issue de mon concours où j'étais à la limite de faire une perf pourrie. Et au final, je termine à faire 4,70 et à tenter encore une fois un record de France, tu vois. Donc, il a vraiment compris ce qui fonctionnait avec moi. Pareil à l'entraînement, en fait, il a vraiment vu que il y a des choses que mon corps supporte moins que d'autres, des choses qui me font vraiment, par exemple les tendons d'Achille. Là, actuellement, ça va beaucoup mieux. On a vraiment pris soin de tout ça parce que c'est une douleur qui m'a freinée pendant vraiment longtemps et je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui savent ce que c'est d'avoir des douleurs au tendon d'Achille et que c'est vraiment pas drôle. Donc ouais, on fait hyper attention, on est hyper à l'écoute. Je suis contente en fait de la tournure que ça prend avec Damiel et du fait qu'il me fasse confiance, que pareil, je lui fais une confiance aveugle. Il me fait trop rire, parfois il me fait prendre des risques de fou, mais en même temps, je lui fais tellement confiance que je le suis. Par exemple, cet hiver quand on était au meeting de Liévin, il me dit allez, tu commences à 4,50. Je crois que c'était même 55. Je crois que c'était 55, si je dis pas de bêtises. C'est encore pire. Et là, moi, je me dis, mais le défi de fou. Enfin, trop drôle. Mais parce qu'on est dans l'amusement, on est dans le challenge un peu. Et les filles, elles me regardent et me disent, mais quoi, mais MJ, mais elles étaient mortes de rire. Elles me disent, mais tu vas commencer à 55. Je dis, bah oui. Et la seule fille qui commençait à cette hauteur-là, c'était Cathy Moon, tu vois. Mais moi, dans le challenge, j'adore ça. Franchement, c'est quelque chose qui me tient un peu en éveil. Donc, franchement, là-dessus, il est trop fort et il ose prendre des risques. Et c'est des risques sur lesquels je le suis. Et ouais, en fait, c'est bien aussi d'avoir un coach qui sait te pousser au moment où il faut te pousser, tu vois. Il y a des moments où j'ai envie de rester un peu dans le confort et il va me dire, en fait, non, tu prends ça et tu fais ça. Et là, je suis en mode, ok. S'il me l'a dit, c'est que je dois le faire et que ça doit se passer comme ça et que ça va fonctionner. Donc ouais, il y a vraiment une bonne relation de confiance et quelque chose qui s'est vraiment créé au fur et à mesure des années au final. Cool. Il y a Mariam qui te demande si ça te dirait d'aller t'entraîner à l'étranger avec une autre perchiste ou un autre groupe. Honnêtement, non. Je pense que mon environnement et tout ce que j'ai construit ici, c'est trop important. Enfin, c'est quelque chose d'hyper important dans ma performance. Donc honnêtement, non. Après, je dis pas en stage, peut-être que ça peut être hyper intéressant de faire quelques semaines, tout ça à l'étranger, de voir comment est-ce que les autres ils s'entraînent, tout ça. Mais actuellement, je me verrais pas déménager pour le saut à la perche de manière longue. Enfin, tu vois, pour une durée indéterminée, quoi. Ouais. Donc non, vraiment pas. Ok. Je vais te poser maintenant la question que je pose à tous mes invités. Ce que j'aime le plus dans l'athlé, c'est que c'est un sport universel, que tout le monde peut faire. Qu'est-ce que toi t'aimes le plus dans l'athlé? C'est peut-être cliché. Mais en fait, j'aime pratiquer et partager avec les copains. C'est très bien. Franchement, c'est, je pense, un des piliers aussi pour moi. C'est le fait de venir à l'entraînement, en fait, d'avoir un groupe. Pour moi, c'est tellement important. Franchement, ceux qui s'entraînent seuls, vous êtes des warriors, c'est balèze. Et moi, en fait, je me régale à avoir un groupe avec mes meilleurs amis. Et ouais, c'est ce que je dis. Tu viens à l'entraînement, en fait, t'es un peu moins bien. Ça va un peu moins bien dans ta tête, physiquement, ou en fait, t'as tes meilleurs amis et tu passes un moment juste trop bien. Ton coach est hyper chouette, tout le monde est hyper chouette. En fait, c'est pas une tannée pour moi d'aller à l'entraînement. Donc, j'ai beaucoup de chance et je me régale en compétition aussi. J'adore pendant les concours, je suis tout le temps à parler avec les filles. Bon, je pense que ça se voit à chaque fois, mais on déconne. J'aime trop partager, en fait. J'aime trop partager avec les gens, même avec le public. Pour moi, c'est une des notions les plus importantes pour moi et ce qui m'anime dans ma pratique du saut à la perche. Très bien. Je te propose un petit questionnaire sur le thème « Est-ce qu'un jour ?» Donc je vais te parler de certaines situations et tu vas me dire si ça t'est déjà arrivé. Est-ce qu'un jour t'as impulsé un saut du mauvais pied en compète? Pas du mauvais pied, mais ou alors quand j'étais petite. Mais j'ai pas l'impression d'avoir fait ça en compète. Dans une interview après Liévin en 2023, tu dis que t'as impulsé pied droit. Non, en fait, j'ai impulsé pied gauche, mais j'étais super loin. Et en fait, on dirait que j'ai le pied... En fait, j'impulse pied gauche et je cherche, parce que je me rends compte que je suis trop loin, donc je cherche le pied droit. Mais au final, je me fais renvoyer en arrière. Donc en fait, j'avais juste mal analysé ce qui s'était passé. Mais non, j'ai pas impulsé pied droit. Est-ce qu'un jour t'as pas piqué un seul saut à l'échauffement et t'as réussi à sauter après pendant le concours? Bien sûr. C'est pas fou, mais oui, on arrive souvent à se transcender aussi pendant les concours. Et je pense que pendant la période où j'étais pas bien du tout, les concours c'était... Et en fait, je pense que c'est pour ça aussi que je garde cette distinction entre ce que je suis capable de produire à l'entraînement et en échauffement, comparé à ce que je suis capable de produire pendant un concours. C'est le moment où je suis complètement transcendée,
où en fait, même quand ça allait pas et que j'étais pas capable de piquer un seul saut à l'entraînement et en échauffement, j'étais toujours capable de sauter au moins pendant les concours. Mais du coup, t'arrives avec 0 repère. Ouais. Est-ce qu'un jour t'as eu peur d'utiliser une nouvelle perche? Ah oui. Pendant longtemps. Pendant hyper longtemps, j'ai été bloquée là-dessus et en fait maintenant c'est plutôt tout l'inverse. C'est que je sais que cette perche-là, elle va me procurer quelque part du plaisir parce que je vais sauter haut. C'est une perche qui va me permettre de sauter haut et en fait je vais trouver mon plaisir dans cette notion de vaincre un peu le stress et de jouer un peu avec l'adrénaline. Mais c'est plus du tout une peur que de changer de perche. Je pense qu'il y a des moments où t'es moins en confiance, mais je suis plus du tout dans l'état de liquéfaction dans lequel je pouvais être avant. Et est-ce qu'un jour tu t'es réveillé dans un hôtel et tu t'es demandé où t'étais? Ça t'arrive jamais, ça, à force d'être en vadrouille tout le temps, de te réveiller dans un hôtel et de te dire où suis-je? Oh si. Oh si, en vrai si. Oui. Quand j'étais plus jeune, ouais. Franchement, je crois que à Boras, je me souviens, j'étais avec Juliette Siofani, une lanceuse, et je me réveille, je me dis mais je suis avec qui et je suis où? Donc je me retourne, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Donc oui, ça m'est déjà arrivé. Il y a un auditeur, Benjamin, qui te demande d'où vient ton pseudo Pététon sur Instagram. Oh la honte. En gros, c'était à l'ancienne. Je jouais à un jeu qui s'appelait Abo Hotel c'était un jeu en ligne et en fait les gens là-dessus s'appelaient paye ta fraise, paye ta framboise, paye ta modestie. C'était un petit peu le truc que t'allais mettre avant un truc random. Voilà. En plus, je déteste les tongs. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi paye tes tongs. Vraiment, je n'ai pas d'autre explication que ça à vous donner, mais ça m'a marqué. Tout le monde m'identifie grâce à ça, et du coup, même maintenant, je peux plus l'enlever parce que, en fait, pour certaines personnes, j'étais paye tes tongs. Bah écoute, pourquoi pas. J'ai une dernière question qui est la question la plus essentielle de l'épisode. Un choix absolument cornélien que je vais te soumettre. Mm-hmm. Je vais te demander de choisir entre deux de tes grandes passions dans la vie. Est-ce que tu es prête, MJ? Ah oui. Cube de bouillon ou bubble tea? Ah non, bubble tea direct. Ah non. Par contre, c'est la honte. Là, c'est pas bien ce que tu fais, c'est la honte. Mais la vérité, c'est que... C'est pas un secret? Non, c'est plus un secret, ce n'est plus un secret, mais j'ai trop honte. Franchement, l'histoire des cubes de bouillon magie, là... Donc ça, c'est pas moi qui l'ai révélé, hein. Je l'ai entendu dans le stade de... C'est Emma qui est là-bas. Bien sûr que c'est elle qui l'a révélé. Oh, la honte. Mais ça, c'était quand j'étais petite. Je vous jure, j'ai des bouillons à la maison, je n'y touche plus. C'est beaucoup trop salé, je sais même pas comment je faisais pour manger ça. Mais ouais, beaucoup trop salé. Là, actuellement, les bubble tea, c'est ma passion. Faut savoir que maintenant, j'arrive à les faire à la maison. Donc, j'ai même plus besoin de payer beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc, ouais, bubble tea matcha ou alors bubble tea mangue passion, tu me touches en plein cœur. Là, c'est... Ouais. Ah ouais. Et t'essaies de convertir les gens autour de toi, parce qu'à la Damalique de Paris, t'essayais de convertir ton agent Benjamin et Yanis Méziane, qui avait l'air un peu sceptique. Benjamin a dû dire un truc du genre, ah mais il y a de la mâche. Je pense qu'il a goûté, il a dit, ah il y a de la mâche. Il était un peu... Il a dit exactement ça. Ouais, j'ai un peu converti tout le monde dans mon entourage, mais pour de vrai, hein, vraiment tout le monde a dû passer par la case bubble tea, parce que je dirais pas que c'est une passion, mais c'est vraiment... c'est excellent. Franchement, les gars, ça vaut vraiment le coup. Même Daniel y est passé récemment. Quand on était à Londres, je lui ai pas laissé le choix. Et ouais, franchement, après, c'est un moment de partage aussi. C'est que globalement, moi, j'aime partager ce que je mange et j'aime que les gens passent un bon moment lorsqu'ils mangent avec moi. Donc voilà. Très bien, ça te ressemble. Le partage, toujours, la bonne humeur. Voilà. Oh, oui, mais voilà. On y est, on est en plein dedans. Je te laisse aller à l'entraînement parce que je voudrais pas que ton coach m'en veuille. Bon, surtout pas me mettre mal avec Daniel. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains. Mettez 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute et parlez du podcast autour de vous. Vous pouvez également soutenir Athlètes Mondiaux via Tipeee. Tous vos dons, quel que soit leur montant, contribuent aux prochains épisodes. Je vous mets le lien dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.